L'honorable société, la pieuvre, les familles, la mafia. Quelque chose se cache en Sicile. Les habitants sont terrifiés, la police ne fait rien, personne ne parle et tout le monde souffre. Comment peut-on vaincre ce que l'on ne connaît pas? Mais qui sont ces gens qui terrorisent, qui volent, qui rackettent? Qui les protège? Comment fonctionnent-ils? Et comment s'appelle leur organisation? Toutes ces questions vont trouver des réponses lors du maxi-procès de Palerme, le plus grand procès jamais intenté contre la mafia. La mafia en Sicile existe depuis le 19e siècle. Les familles la composant n'ont presque jamais été inquiétées, et ce pour 3 raisons. La corruption, les menaces et les exécutions. Il faudra attendre 1980 pour qu'un député communiste, Pio La Torre, essaye de faire passer une loi. Cette loi fait de l'appartenance à la mafia un crime en soi. Cette loi ne sera promulguée qu'après l'assassinat du député. Il faut dire qu'au début des années 80, les crimes de la mafia sont de plus en plus nombreux. Un des chefs de clan se nomme Salvatore Riina, appelé aussi Toto Riina. Mais lui, il ne fait pas de blagues. Non. Il s'en prend aux autres familles et fait des carnages. Un général sera même tué au cours de cette guerre des mafias. C'en est trop pour l'opinion publique. Les magistrats ne peuvent plus laisser passer. L'idée d'un grand procès de la mafia sicilienne commence à germer. Un pôle anti-mafia est créé pour mener l'enquête et réunir le plus de preuves possible. Dans ce pôle, on retrouve les juges Falcone, Borsellino, Chinnici, Natoli, Di Lello et Guarnota. C'est le juge Chinnici qui dirige les opérations jusqu'à son assassinat en 1983. Le juge Caponetto le remplace. L'opération se révèle compliquée. Personne ne parle, aucune information ne circule. La tenue d'un procès de la mafia est illusoire. Les juges Falcone et Borsellino tentent tout, mais sans succès. Mais un homme va tout changer. Tommaso Buscetta. Cet homme est un ancien parrain de la mafia, enfermé au Brésil pour 2 meurtres. Buscetta a tout perdu dans les guerres mafieuses. Ses neveux, ses cousins, son gendre, son frère et ses 2 fils. Il souhaite se venger de la mafia et de Toto Riina, et se propose de témoigner lors d'un procès. Il va être le premier repenti de l'histoire et le premier à dévoiler les secrets de l'honorable société. Buscetta va révéler l'existence de Cosa Nostra et expliquer le fonctionnement de la coupole, la commission de la mafia. Il explique que c'est une organisation hiérarchique, que les chefs ne se salissent pas les mains. Il donne les noms, précise les activités et les dates. C'est une occasion en or pour le pôle anti-mafia qui va pouvoir mettre en place le maxi-procès de Palerme. Toto Riina veut à tout prix empêcher la tenue du maxi-procès. Il va faire assassiner 2 commissaires de police, Giuseppe Montana et Antonio Cassara. Mais cela ne fait que renforcer la détermination des juges. Toto Riina est furieux contre les avocats de Cosa Nostra, qui n'ont pas réussi à faire annuler les charges. Il propose de tuer l'un des avocats, mais aucun des mafieux n'accepte de perdre le sien. Plutôt logique. Ce n'est pas moins de 474 accusés qui sont inculpés pour ce procès. C'est le plus grand nombre de mafiosi jugés en même temps. Le chef, Toto Riina, est jugé par contumace, puisqu'il est en cavale. Le procès va avoir lieu dans un bâtiment spécialement conçu pour l'occasion, le bunker. Un bâtiment en béton armé pouvant résister à des attaques de missiles. Les accusés étaient enfermés dans des grandes cages. On peut comprendre toutes ces mesures de précaution. Le procès commence le 10 février 1986. C'est le juge Alfonso Giordano qui préside le tribunal. Les charges vont porter sur 120 meurtres,
trafic de drogue, extorsion de fonds et, grâce au député Latorre, pour appartenance à la mafia. Les 400 mafieux derrière leur cage sont intenables. Ils font tout pour perturber l'audience. C'est la cour des miracles. Il y en a un qui se déshabille, d'autres qui simulent une crise d'épilepsie, d'autres simulent des malaises. Ils feintent également la folie. Un d'entre eux menace de se suicider si on ne l'autorise pas à lire une déclaration. Un autre va même s'agrafer la bouche pour indiquer qu'il ne parlerait pas. Le juge Giordano a été loué pour son calme, et il en fallait. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner si vous aimez le contenu de notre chaîne. N'hésitez pas également à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir, et ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'oubliez pas non plus d'aller sur notre compte Instagram, où l'on poste du contenu exclusif. Un jour, l'un des mafieux, plus malin que les autres, va trouver la faille. Il demande la lecture intégrale des actes d'accusation, soit 400 000 pages. C'est une demande légitime qui prendrait un temps considérable. Il serait forcé de libérer les détenus. Un sacré coup dur, mais c'est la loi. Sauf que la loi, on peut la changer. Et dans la soirée, le Parlement italien la fera modifier, permettant de ne plus mentionner les actes d'accusation lors d'un procès. Comme quoi, les hommes politiques peuvent être rapides quand ils le veulent. Parmi les nombreux mafieux jugés sur place, on retrouve deux parrains prestigieux, Michele Greco et Luciano Liggio. Michele Greco, c'est le parrain à l'ancienne, ancien chef de la commission. Il fréquentait toute la bonne société et avait toujours une Bible sur lui. Il dira devant les juges « La violence ne fait pas partie de ma dignité ». Il va même le répéter 2 fois. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. Sì. Luciano Liggio, c'est la caricature. Al Capone, grande gueule, les fringues les plus chères, toujours le cigare à la bouche. Au moment du procès, il est déjà en prison pour meurtre depuis 10 ans et condamné à perpétuité. Le procès est pour lui l'occasion de redorer son blason. Tout ceci est intéressant, mais le moment que tout le monde attend, ce sont les témoignages, surtout celui de Tommaso Buscetta. Le 4 avril 1986, Tommaso Buscetta fait son entrée dans le tribunal. Tous les mafieux veulent une confrontation. Ils rêvent de le déstabiliser, de lui nuire. Le premier d'entre eux est Pippo Calò, un parrain important, ancien meilleur ami de Buscetta. La tension est à son comble. Pippo Calò va décrire Buscetta comme un homme dépravé, sans morale, en s'attaquant à sa vie personnelle. Buscetta est en colère et va l'accuser directement d'avoir fait assassiner son frère. Pire, il l'accuse d'avoir tué de ses propres mains un ami commun, Giovanni Lallicata, un meurtre qui ne figurait pas dans les actes d'accusation. Sei sempre continua ad essere la legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Non te ne vuoi andare? Pippo Calò bégaye et met fin au duel. Tous les autres mafieux ont retiré leur demande de confrontation. Un autre mafieux souhaite se repentir et témoigner. Mais lors de son arrivée au tribunal, sa femme, ses sœurs, ses filles entrent en hurlant. Elles crient, elles se débattent, elles hurlent en indiquant que le mafieux en question ne voulait pas se repentir. Le mafieux va logiquement se retirer sans témoigner. Fate uscire. Ma siete proprio avanti, fatele uscire. Ah, ma dico, che cosa ci vuole a prenderle gentilmente? Ma siete proprio... L'udienza resta sospesa per 5 minuti fino a... Du côté des victimes, on ne témoigne pas non plus. L'omerta fait loi et tout le monde a peur. Ceux qui avaient témoigné devant la police n'assument pas leur déclaration au tribunal. On voit clairement que les victimes ont peur des représailles. Ha qualche cosa istante da fare alla giustizia? No, niente.
Non hai istanze da rivolgere alla giustizia? Particolari? No. Io ho dimenticato il passato. Ha qualche cosa da dire? Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Ma guardi qua! Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Ma continua a guardare da quella parte. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Conferma quello che ha detto in istruttoria. Al giudice istruttore. No. Non lo conferma. Une seule osera témoigner. Son fils est mort assassiné par Cosa Nostra. Le tribunal sera bouleversé par son témoignage, et aucun mafieux n'osera dire quoi que ce soit. Questo è mio figlio, 40 anni. Mi hanno distrutto a me la vita e mi hanno distrutto mio figlio. Le mandano a mio figlio, sono rimasta sola. Quindi i signori, è giusto, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore fanno venire a uccidere a me ne vado con mio figlio. Perché non ho più a nessuno, signor Presidente, solo questo figlio, questo, 40 anni che me l'hanno ucciso in questo modo e non la perdona a nessuno. Depuis le début du procès, Cosa Nostra se tient tranquille. C'est une stratégie de Totorina qui fait abstraction de son tempérament volcanique et joue la carte du silence. Cosa Nostra n'existe pas. Regardez, il n'y a pas de meurtre, aucune représaille. Mais le naturel revient vite. Et un matin, l'horreur rattrape la ville de Palerme. Un garçon de 11 ans, fils d'un employé du bunker, est tué d'une balle dans le visage, à bout portant. Les journaux accablent, à juste titre, la mafia. L'ambiance est lourde dans le bunker. Et l'un des mafieux veut lire un communiqué. Nous n'avons rien à voir avec ce meurtre. C'est contraire à notre morale. Nous demandons 1 minute de silence en mémoire de ce jeune garçon. Siamo uomini, abbiamo figli e sappiamo quanto grande è il dolore della famiglia Domino, ma non possiamo permettere che un atto di simile barbarie ci possa sfiorare. Sono certo di interpretare il pensiero di tutti i coimputati, onde lo vuol permettere, le chiediamo qualche minuto di raccoglimento per il povero e innocente Claudio. Est-ce que vous avez compris le problème de cette déclaration? Nous n'avons rien à voir avec ce meurtre. C'est qui, nous? Le principal enjeu de ce procès est de déterminer l'existence de Cosa Nostra et de la commission mafieuse. En disant nous, cet accusé a révélé par inadvertance son existence. Il sera assassiné quelques jours plus tard. Mais l'heure tourne, et il est l'heure pour le jury de se retirer pour délibérer. Avant que la cour puisse se retirer, Michel Legreco demande la parole et souhaite une délibération sereine et un bon avenir pour les membres du jury. C'est gentil, hein? Non, c'est clairement une menace. Il veut mettre la pression sur eux. On va voir si ça a été efficace. Io vi auguro la pace, signor Presidente. A tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che ci auguriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre à questa occasion. Le juge Alfonso Giordano va accomplir une prouesse en lisant les verdicts à une vitesse folle et sans s'arrêter. Résultat, 19 condamnations à perpétuité, dont une pour Totorina, et 2600 ans de prison répartis entre les autres détenus. Michel Legreco prend perpète, tandis que Liggio est acquitté. Il s'agit d'une plaisanterie des juges qui ont décidé d'humilier Liggio en indiquant qu'il n'était plus une personne d'importance dans Cosa Nostra. De toute façon, il est déjà en prison pour la vie. 114 accusés seront acquittés, mais 18 d'entre eux seront tués par la mafia. Les juges Falcone et Borsellino ont gagné. Mais malheureusement, l'histoire n'est pas terminée. Totorina ne pouvait pas laisser faire sans réagir.
Il demande à certains politiciens, censés protéger la mafia, de faire annuler le procès en cassation. Mais ceux-ci n'y parviennent pas. Cosa Nostra fait assassiner Salvatore Lima, l'ancien maire de Palerme et numéro 2 du premier parti italien. Celui-ci avait été élu maire grâce au soutien de la mafia, et cette dernière a estimé que l'homme politique n'avait pas rempli ses obligations. Ce n'est pas fini. Le 23 mai 1992, le juge Giovanni Falcone est assassiné. Une demi-tonne d'explosifs fera exploser sa voiture et celle de son escorte. Lui, sa femme et 5 gardes du corps vont mourir dans l'explosion. Le 9 juillet de la même année, c'est la voiture du juge Paolo Borsellino qui explose, entraînant sa mort. Les deux juges, les deux héros, connaissaient le prix à payer. Et ils sont malgré tout allés jusqu'au bout pour remplir leur devoir. À la suite de ces deux meurtres, la répression anti-mafia de la police devient très importante. Toto Riina sera arrêté début 1993 et condamné à perpétuité. Buongiorno. Buongiorno. Est-ce vrai qu'on vous appelle l'éclipse parce que vous faites tomber la nuit sur vos ennemis? Oui, vous vouliez me voir. En effet, nous nous sommes réunis avec la commission et on a une mission pour vous, un contrat, sur 2 petits vidéastes, des producteurs de contenu vidéoludique. On les appelle les encyclopes. Ils font des vidéos sur Internet, enfin je n'ai pas bien compris, mais... Ils parlent de choses et d'autres, d'histoire, d'actualité, politique. Dans une de leurs dernières vidéos, ils parlent de la famille. Ils parlent de l'honorable société. On ne peut pas le tolérer. Des gens vont le voir. Des millions de personnes, peut-être des milliards. Ce n'est pas possible. J'ai ceci pour vous. Ça vous donnera tous les détails de votre mission, ainsi que le petit supplément. Bien sûr, vous n'avez là que la moitié, ce qui est convenu à chaque fois. Vous aurez le reste après avoir effectué votre mission. Abonnez-vous, mettez un j'aime, un commentaire pour la famille.